Madame, monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de ce vendredi 27 mai. 3 jours après la tuerie perpétrée par un jeune homme de 18 ans ayant ouvert le feu dans une école primaire à Uvalde, au Texas, nous reviendrons sur les circonstances de cet acte, alors que l'assaillant avait annoncé sur les réseaux sociaux vouloir tirer dans une école, alors que se tient dans le même temps le congrès annuel de la NRA, National Rifle Association, association pro-armes américaine. Le Donbass toujours pilonné par les forces du Kremlin alors que la Russie est en pleine reconstruction de la ville de Mariupol, qu'elle dit avoir libérée aux mains de l'Ukraine sans pour autant mentionner le bilan humain. Décryptage de la situation dans un instant. Et justement, dans ce journal, après le Covid-19 et la guerre en Ukraine, votre pouvoir d'achat a-t-il réellement baissé et le prix des billets de train a-t-il augmenté de 15% selon l'INSEE? Notre fervent analyste Théo Tornet nous éclairera dans la rubrique Fact Check. Enfin, une semaine des cérémonies des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, AR1 vous proposera une émission spéciale à l'occasion de ce jubilé de platine hors du commun, comme nous le dira Rodrigue Bedin à la fin de cette édition. C'est un événement qui rouvre le débat sur la libre circulation des armes à feu aux États-Unis après qu'un homme de 18 ans ait ouvert le feu dans une école. 21 morts, dont 19 enfants, sont à dénombrer. Et dans le même temps se tient la convention annuelle de la NRA. L'association opposée à restreindre l'accès aux armes se veut au cœur des revendications. Des manifestants anti-armes massés devant la salle d'accueil de la convention. Rodrigue Bedin. Il est environ 11h heure locale, 18h en France, mardi, lorsqu'une fusillade se produit dans une école primaire de la petite ville d'Uvalde, au Texas, aux États-Unis. Le bilan est effroyable, 21 morts, 19 enfants âgés de 7 à 11 ans et 2 enseignants, ainsi qu'au moins 17 autres personnes blessées. Selon les premiers éléments de l'enquête, qui débute tout juste, l'auteur présumé de la fusillade, abattu par la police après son acte, est Salvador Ramos, un jeune de 18 ans. Il s'agit d'un citoyen américain qui étudiait au lycée d'Uvalde. Le gouverneur du Texas dit qu'il n'y a pas eu d'avertissement, de message qui prévenait ce crime. Pourtant, le tireur a annoncé sur Facebook qu'il allait ouvrir le feu dans une école primaire peu avant le drame. Le tireur a légalement acheté ses armes et ses munitions les 17 et 20 mai derniers. Après le drame, il aurait laissé tomber un sac à dos avec plusieurs chargeurs remplis de munitions qui auraient pu causer davantage de victimes. Dans une longue déclaration à la Maison-Blanche au lendemain du drame, le président américain Joe Biden s'est dit fatigué et écœuré de ce qui continue de se passer. Nous ne pouvons pas empêcher toutes les tragédies, mais nous pouvons avoir un impact. L'idée qu'un jeune de 19 ans puisse entrer dans un magasin et acheter des armes dans le but de tuer, c'est une mauvaise chose, ça tombe sous le sens. Joe Biden appelle à agir sur les armes, c'est également le cas de sa vice-présidente Kamala Harris qui s'est également exprimée. C'est notre responsabilité à tous, a-t-elle déclaré, disant vouloir construire une Amérique dans laquelle on se sentirait en sécurité. Un drame qui n'a pas dissuadé la NRA de tenir sa convention annuelle. Cette dernière se tient à environ 400 km seulement d'Uvalde, lieu du drame. Certains ont refusé de venir à la convention annuelle, comme le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Ce n'est pas le cas de l'ancien président américain Donald Trump, qui a confirmé maintenir sa présence. Lors d'un discours prononcé à l'occasion, il a notamment appelé à armer les citoyens pour combattre le mal dans notre société. L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour désarmer des citoyens respectueux de la loi. Enfin, il a appelé à renforcer la sécurité dans les écoles américaines en suggérant l'installation de clôtures robustes et de détecteurs de métaux devant les établissements scolaires. Un discours prononcé alors que depuis le drame, la question du port d'armes aux États-Unis se repose. Autre titre phare de ce vendredi, c'est l'avancée sans relâche de l'armée russe dans le Donbass, où les frappes se veulent permanentes, et pour cause, la ville de Sévierodonetsk est pilonnée par les bombardements destructeurs, comme ce fut le cas pour la ville de Mariupol, au cœur de la propagande russe, qu'elle dit avoir libérée de l'Ukraine. Les explications de Meiki Suplon. Lors d'une allocution jeudi, le président ukrainien a accusé la Russie de faire un génocide dans le Donbass. Ce vendredi, les séparatismes pro-russes ont affirmé avoir acquis la ville de Liman en Ukraine. Aujourd'hui, l'église orthodoxe ukrainienne a annoncé vouloir rompre avec la Russie. D'après l'ONU, plus de 4000 civils ont été tués depuis le 24 février dernier et le début de l'invasion russe en Ukraine. À ce jour, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays. Depuis le début de cette guerre, plusieurs sanctions ont été prises envers la Russie. D'autres sanctions devraient avoir lieu dans les prochains mois s'ils sont votés par tous les États membres de l'Union européenne.
comme l'interdiction d'importer des produits pétroliers et du pétrole en provenance de la Russie avant la fin de cette année, ou encore de bloquer l'accès à 3 radiodiffuseurs russes. Le 15 mai dernier, la Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion à l'OTAN. Tandis que les États-Unis se sont dit favorables à cette adhésion, la Turquie a elle dit son opposition car elle reproche à la Finlande et à la Suède d'accueillir des personnes qui sont liées au Parti des travailleurs du Kurdistan que la Turquie considère comme une organisation terroriste. Pour que ces deux pays fassent partie de l'OTAN, les 30 pays membres doivent donner leur accord. La droite leader depuis exactement 212 ans, date à laquelle la Colombie est devenue indépendante. Cependant, les sondages placent en tête le candidat à gauche Gustavo Petro, alors que ces élections se tiendront le 29 mai et le 19 juin prochain, alors que dans le pays, on compte pas moins de 40% de la population sous le seuil de pauvreté, avec une histoire émaillée par les putschs et les dictatures, mais la problématique actuelle se concentre autour de la guerre de la cocaïne qui continue de faire rage et constitue un véritable fléau dans le pays. Un phénomène qui interroge et inquiète, la sécheresse concerne désormais 23 départements en France et se veut de plus en plus précoce au fil des ans. Pour les départements en alerte, il est donc impossible de laver son véhicule ni même de remplir sa piscine. Les agriculteurs sont également interdits de prélèvement d'eau. Si le phénomène lui persiste, alors il ne sera pas sans conséquences sur les récoltes. En Ille-et-Vilaine, un agriculteur a mis en place une initiative, il fallait y penser, il n'utilise plus une seule goutte d'eau potable pour la production de ses légumes, une façon de pallier à la sécheresse qui touche de nombreux autres pays. Une question épineuse à présent, faut-il porter assistance à l'orque en perdition dans la Seine observée depuis le 16 mai? Oui, selon certains spécialistes, malgré les risques que cela encourrait pour cet orque mâle, animal protégé, cela pourrait provoquer un stress, tandis que de ne pas intervenir pourrait continuer d'aggraver son état de santé, dont le pronostic vital est engagé. Pour l'heure, un arrêté a été mis en place interdisant formellement toute navigation à moins de 100 mètres du cétacé. Une première opération de sauvetage sera menée dès demain samedi par des stimuli sonores afin de guider l'orque vers le large. Tout autre chose à présent, après l'augmentation des fruits et légumes, entre autres, ou encore du carburant, le pouvoir d'achat a-t-il réellement augmenté, comme l'avance le patron des députés, Patrick Mignola? Bonsoir Théo Tornet, est-ce que cette affirmation est donc vraie? Bonjour Steven, aujourd'hui on va parler quand même d'un gros dossier dans ce fact-check, du pouvoir d'achat. Il s'agit du premier chantier du nouveau gouvernement et pour faire face à l'inflation des prix alimentaires et énergétiques, le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres après les élections législatives, a déclaré le lundi 23 mai la nouvelle parole du gouvernement Olivia Grégoire. Pourtant, dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Patrick Mignola, a assuré que depuis 5 ans, le pouvoir d'achat a augmenté en moyenne de 1 400 € par Français et par an. Mais est-ce que cette affirmation est-elle vraie? Tout d'abord, dans une note d'analyse en mars, l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, a chiffré les gains de pouvoir d'achat des ménages durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'étude conduit qu'il s'est soldé par des gains positifs pour les ménages français. En moyenne, le pouvoir d'achat par unité de consommation a progressé de 94 € par an, soit 0,9% de plus par an, un chiffre près de 5 fois inférieur à celui avancé par Patrick Mignola. Cette augmentation est toutefois nettement supérieure à celle observée lors des 2 précédents quinquennats. Selon l'OCDE, le gain moyen annuel était de 78 €, soit 0,2% par an durant la présidence de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 et de 16 €, 0,1% de plus par an sous François Hollande de 2012 à 2017. Toutefois, l'économiste Pierre Madec met en garde sur ces moyennes qui cachent des disparités extrêmement importantes en fonction des niveaux de vie des ménages. Les grandes gagnantes des mesures socio-fiscales sont les classes moyennes qui ont bénéficié de la suppression de la taxe d'habitation, de la défiscalisation des heures supplémentaires ou de la revalorisation de la prime d'activité. En effet, leur pouvoir d'achat a progressé en moyenne de 7% au cours des dernières années. Celui des 10% des ménages les plus modestes aurait grimpé de l'ordre de 5,3% contre 3,5% pour les plus aisés. Du coup, la hausse du pouvoir d'achat sur l'ensemble du quinquennat serait de 600 € pour les plus modestes contre 2600
pour les plus aisés d'après le calcul de l'OFCE. On peut aussi ajouter que parmi les ménages les plus modestes, certains ont également perdu du niveau de vie avec la réforme de l'assurance chômage ou la baisse des aides au logement, souligne Pierre Madec. La hausse des prix du tabac a également davantage pesé sur le porte-monnaie. De plus, le député Modem estime que ces foyers ont gagné 120 € par mois grâce à 4 mesures durant le quinquennat: la suppression de la taxe d'habitation, la hausse de la prime d'activité, la baisse des charges salariales et celle de l'impôt sur le revenu. Un calcul étonnant vu que les foyers les plus modestes sont le plus souvent exonérés d'impôt sur le revenu. Ils ne vont par ailleurs pas en compte les mesures qui ont posé sur le pouvoir d'achat. D'après les calculs de l'OFCE, sur les 2 premières déciles, sont 20% des plus modestes. Le centre de recherche évalue entre 65 et 295 € par an les gains de pouvoir d'achat directement liés aux mesures fiscales et sociales du gouvernement. Pour finir, il aurait souligné que l'inflation avait rogné les gains de pouvoir d'achat. En effet, selon l'estimation de l'OFCE, la hausse des prix aurait entraîné des pertes de pouvoir d'achat de plus de 60% des ménages en 2021, en grande partie dû au coût de l'énergie, mais cela change en fonction des Français. L'étude juge que 10% des ménages ont subi une inflation inférieure à 1,1%, tandis que 10% ont subi un renchérissement de leur panier de consommation supérieur à 5,3%. Pour au moins un tiers des ménages français, le renforcement de chaque énergie et l'indemnité inflation ont cependant permis de compenser ces pertes de pouvoir d'achat l'année dernière. Ces dispositifs ont particulièrement profité aux 10% des foyers les plus modestes. Les pertes sont à l'inverse maximale pour les ménages se situant autour du revenu médian. Pour l'heure, ces travaux ne tiennent pas en compte l'accélération de l'inflation en 2022, observée depuis le début de la situation en Ukraine fin février, et de nouvelles mesures récemment mises en place par le gouvernement. Toujours en rapport avec votre pouvoir d'achat, le prix des billets de train a-t-il augmenté de 15% comme l'indique l'INSEE, ou à contrario a-t-il baissé de 7% comme l'affirme la SNCF ? Alors d'après le député insoumis François Ruffin, au micro de Sud Radio, le prix du billet de train a nettement augmenté en s'appuyant sur une étude de l'INSEE qui annonce que l'augmentation des billets de la SNCF c'est plus 15% par an. Sauf que l'intéressé conteste les chiffres donnés par l'INSEE et affirme que les prix des billets de train ont baissé de 7%. Enfin, il est impossible de comparer ces deux chiffres car les deux entités ne comparent pas les mêmes données et la procédure n'est pas la même pour les deux. L'INSEE a mis en place un robot qui recueille chaque jour les prix des billets de train sur 250 trains en prenant plusieurs paramètres en compte, comme le départ et demain ou dans un mois, si vous avez ou non une carte de réduction et le taux de remplissage des trains. Avec toutes ces méthodes, on arrive au résultat que les prix ont bondi de presque 15%. La SNCF, elle, compare les tarifs de 2 années, par exemple 2020 et 2021, mais comme le Covid a pas mal impacté les trains et que l'offre de transport était très réduite, la SNCF a comparé ses tarifs actuels à ceux de 2019, c'est-à-dire avant l'épidémie de Covid-19. On peut aussi rajouter une différence de méthode. L'INSEE se base sur les prix proposés alors que la SNCF se focalise sur le montant dépensé par les clients et divise son chiffre d'affaires par le nombre de billets vendus pour obtenir un panier moyen, sauf que cette méthode a ses limites. Par exemple, si vous prenez un train plus tôt pour payer moins cher, votre panier moyen va baisser, mais ça ne veut pas dire que les prix des trains en général sont en baisse. Voilà, merci beaucoup Théo Tornet pour cet aiguillage très limpide. C'est le premier ouvrage en indie qui remporte le fameux Booker Prize obtenu par la romancière de 64 ans Gitanjali Sri pour son livre Tomb of Sand, traduit en français sous le titre de Red Sanadi, Au-delà de la frontière, un livre qui retrace le parcours d'une octogénaire quittant son foyer et donc une certaine tradition indienne afin d'explorer une liberté interdite. Elle aussi méconnaît un succès exubérant pour ses sujets, pour qu'elle conserve la confiance en jouant sur le visuel. La reine Elisabeth II est au cœur d'une exposition aux photos et aux portraits officiels, parfois comme vous le voyez, haut en couleur, et ce à l'occasion du jubilé de platine de la souveraine, qui règne depuis maintenant 70 ans, et à l'occasion de ce jubilé des célébrations hors du commun, AR1 diffusera une émission spéciale inédite. Bonsoir Rodrigue Bedin. Bonjour Steven, et oui, en effet, événement spécial égale émission spéciale sur AR1, 70 ans de règne pour la reine Elisabeth II,
son jubilé de platine qui va donner lieu à un long moment de célébration. De jeudi à dimanche prochain, ça va être un petit peu la fête au palais de Buckingham. Un joli programme qui commencera par un défilé militaire, ça sera jeudi matin, puis l'illumination des fanaux jeudi soir. Et tout ça, on va en reparler dans notre émission spéciale vendredi. Et nous reviendrons également sur ce temps si exceptionnel sur le trône britannique. Représentez-vous, 96 ans de vie, dont 70 ans à être la reine d'Angleterre. On retracera ce parcours exceptionnel dans notre grande émission spéciale. Rendez-vous donc vendredi à 10h sur AR1 avec nos journalistes. Merci beaucoup Rodrigue Bedin, rendez-vous donc vendredi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vendredi prochain, l'émission spéciale jubilé de la reine Elisabeth, présentée donc par Rodrigue Bedin. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour le Flash. Très belle soirée sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr. Elle a 96 ans, c'est la reine de tous les records, 70 ans de règne sur le trône britannique. Elisabeth II va fêter son jubilé de platine, un moment exceptionnel que AR1 vous fait vivre. Rendez-vous pour une émission spéciale ce vendredi le 3 juin à 10h sur AR1.